Alain Wagner. Alors, donc votre travail, je l'ai dit dans la présentation de ce libre journal, c'est d'essayer de contrer les agissements de cette organisation de la coopération islamique à travers l'Europe, de contrer tous ces efforts qui sont faits, toutes ces manœuvres pour islamiser nos pays. Absolument. Bonsoir. Alors, tout quelles d'abord. sont les dernières nouvelles que vous avez à nous donner? Alors, je vais faire juste un tout petit préambule. Les organisations auxquelles je participe, donc, qui sont l'ICLA, dont on va parler tout à l'heure, l'International Civil Liberty Alliance, en français l'Alliance internationale pour les libertés individuelles, et l'UDCC, l'Union de défense des citoyens et contribuables, nous soutenons l'initiative de résistance républicaine et nous appelons évidemment bien sûr tous nos sympathisants à venir ce jour-là. Il est très important, quelle que soit la manière dont on appelle le phénomène auquel nous sommes confrontés, que nous soyons tous là. Oui, on peut remplacer fascisme par totalitarisme si... Non, mais c'est-à-dire que nous travaillons sur le thème de la charia. Et je pense que c'est un mot qu'il faut utiliser. Il faut éviter de remplacer les mots les uns par les autres. Le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment, en France, mais pas seulement en France, dans le monde entier, et dans l'Europe en particulier, mais dans le monde entier quand même, ce sont des tentatives d'implémentation de la charia dans nos sociétés. Et toutes ces revendications, toutes ces modifications de société auxquelles nous assistons ont toutes un lien commun. C'est de la charia. On essaye de nous mettre de la charia chez nous. Le voile islamique, c'est de la charia. La nourriture halal, c'est de la charia. Les prières, les 5 prières par jour, c'est de la charia. Les règles de fonctionnement de la religion musulmane, religion politique, faut bien citer les choses. Mais d'un autre côté, c'est aussi une religion. Les gens qui disent c'est uniquement une idéologie, non, bien sûr que non. C'est une religion politique, un objet, je dirais, nouveau dans l'espace mental européen. Et d'ailleurs, c'est ça notre problème. Tout est mêlé dans le Coran. Il y a le spirituel, il y a le civil, il y a le pénal, il y a le culturel. Absolument. C'est un système global, totalisant, effectivement, totalitaire. Mais c'est aussi une religion. Et c'est pour ça que les fascistes n'étaient pas des religieux. Là, nous avons en face de nous des propagateurs de la charia qui sont des religieux, mais ce sont en même temps des activistes politiques extrêmement nocifs, puisque la partie politique de l'islam est incompatible avec la démocratie. Parce que si l'islam n'était qu'une foi religieuse, peu importe, ça ne gêne personne. Mais si, bien, attendez. Les Aztèques arrachaient le cœur de leurs victimes pour des raisons religieuses. Oui. Toutes les religions ne sont pas acceptables. Non, il faut examiner. Il faut examiner les objets. Et là, nous avons devant nous un objet qui est un objet dangereux, incompatible avec notre civilisation, incompatible avec nos usages politiques, etc. Il convient de le voir et de le constater. Même nos mœurs. Comme on disait, l'islam est un système total. Et à partir de là, effectivement, c'est un système total et, en plus, je dirais, totalement incompatible avec le nôtre. Et voilà. Et le problème de nos sociétés, c'est que nous avons du mal à conceptualiser cette altérité de l'islam, cette altérité complète de l'islam et cette incompatibilité. Et nos réactions ont du mal à considérer que l'islam est autre chose qu'une religion, puisque nous faisons comme idée de la religion quelque chose de spirituel, d'individuel, qui globalement ne comprend pas des mauvaises choses. Et du domaine de la sphère privée, en plus. Privée et publique, c'est un peu de chimère de dire que la religion n'est qu'une chose privée. Elle a des conséquences sur la société. Mais le fait est que nous avions jusqu'à présent la conception, en tant que conception du terme religion, le terme d'un objet qui n'est pas nocif, qui n'est pas dangereux, qui n'est pas en rapport avec la violence, qui n'est... En gros, aimez-vous les uns les autres, on imaginait que c'était une valeur universelle pour toutes les religions. C'est une erreur. C'est une erreur, ça ne marche pas dans l'islam. Voilà, ça ne marche pas dans l'islam. Et le problème de nos sociétés, c'est que nous avons du mal à imaginer un système complètement nouveau, différent, antagoniste et fondamentalement dangereux. C'est ça notre problème. On a du mal à conceptualiser cette chose-là. Quand on demande aux gens ce qu'est l'islam, ils disent une religion comme les autres. Non, ce n'est pas une religion comme les autres. Et les gens qui commencent à comprendre, comme disait Christine, et très justement, l'islam, on commence à le voir partout, et là, les gens commencent à se poser des questions. Mais le fait de se poser des questions, les gens arrivent vers tout d'un coup la prise de conscience de quelque chose de tellement énorme
que ça leur fait peur. Et là, on est face à un déni de réalité. L'époque dans laquelle nous vivons est une époque de déni de réalité. La société européenne fait un déni de réalité. Alors, déni de réalité qui est confronté, je dirais à chaque fois, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Mais les sociétés, jusqu'à présent, refusent de regarder la réalité en face, de regarder la nature de l'islam telle qu'il est. Notez bien, il y a aussi le fait que de plus en plus de gens se sentent mal à l'aise, se disent, on n'est plus chez nous, avoir tant de femmes voilées, parce qu'il y a une multiplication des femmes voilées dans les rues, dans certains quartiers, et ça donne aux Français quand même un sentiment de dire, mais finalement, où sommes-nous? Nous ne sommes plus en France. Ça c'est un fait. Cher Jean-Paul, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il n'y a pas que les femmes voilées. Moi, je vais dans mon quartier, les boucheries halal, ça fleurit à la vitesse grand V. Et bientôt, pour aller acheter une tranche de jambon, il va falloir traverser tout Paris si on habite Montmartre. Et moi, je vois, ça fait 40 ans que je suis au même endroit, effectivement, les choses... Alors, il y en a qui trouvent ça très bien, il faut pas avoir peur de dire qu'il y a des gens qui trouvent ça très bien. Ce que je souhaiterais, c'est qu'ils habitent vraiment là où ça se voit. Non, mais en réalité, ça ne leur convient pas. C'est du discours convenu. C'est du discours convenu, bien sûr. C'est du discours convenu. Il est convenu pour garder sa place, pour rester socialement vivant dans certains milieux, de dire que l'islam ne pose pas de problème, que la société multiculturelle est une chose fantastique. Il y a des messages, Michel? Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Gérard Marin. Le thème de l'émission ce soir, les Français commencent à manifester contre le totalitarisme islamique et les menaces qu'il représente. Avec nous dans le studio, Alain Wagner, spécialiste des études et opérations anti-islamiques, et Jean-Paul Cherguès de Olmeta, chroniqueur écrivain. Et au début de l'émission, vous avez entendu par téléphone Christine Tazin, et nos auditeurs ont réagi, ont envoyé quelques messages, quelques remarques. Une auditrice dit le résultat de tout cela est la vente de notre pays, la France, à l'étranger. Un auditeur cessait de dire que les Français en ont assez, alors que 80% d'entre eux votent pour le système UMPS. Les Français ont la société qu'ils méritent. Et un auditeur, je partage en partie votre analyse, car les gens de 50 ans et plus parlent de l'islamisation. Par contre, les jeunes de 20 à 40 ans sont complètement obtus et ne voient pas le problème. C'est un message intéressant. Parce qu'il j'oubliais tout à l'heure quand vous m'avez posé la question, il y a les femmes voilées, nous sommes d'accord, il y a les boucheries halal, tout ça est très agaçant. Mais vous avez eu aussi la semaine dernière le prix de l'Arc de Triomphe, la course la plus chic du monde, qui s'appelle le prix de l'Arc de Triomphe Qatar. Et on était accueillis devant la statue de gladiateur à l'entrée de l'hippodrome de Longchamp par des types Angelaba qui jouaient du tambourin. Le prix de l'Arc de Triomphe, oui, puisque maintenant c'est le Qatar qui sponsorise le prix de l'Arc de Triomphe. Alors, ces messieurs du jockey s'accommodent très très bien de la djellaba et du tam-tam et de tout ce qui va avec. Voilà, Alain Wagner, ça aussi, ça en fait partie. À propos du Qatar, vous avez des informations intéressantes à nous donner justement sur le rôle du Qatar dans les banlieues, parce qu'on sait qu'il déverse beaucoup d'argent. Ça n'est pas, si j'ose dire, gratuit, et en tout cas pas par charité chrétienne. Non, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Alors le Qatar, il faut bien faire la part des choses. Le Qatar est très conscient que ses réserves de gaz ne sont pas éternelles et cherche de manière effective à diversifier ses investissements, donc à investir dans l'Europe. Bon, ça c'est, je dirais, quelque part légitime. Ceci dit, l'argent qui vient des mains islamiques est attaché à quelque chose. Et avec l'argent vient l'influence. Et l'influence du Qatar aujourd'hui est effectivement déterminante. Le Qatar, c'est l'organisme, c'est le pays qui finance les frères musulmans. C'est un des argentiers de l'OCI. C'est un petit État, mais qui vise à avoir un rôle diplomatique un rôle politique international extrêmement important. L'argent facilite bien les choses. Le Qatar est derrière, comme je disais, les frères musulmans, qui sont une organisation extrêmement nocive, qui œuvre en France,
qui œuvrent en France. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les frères musulmans qui assassinent des Coptes en Égypte, qui renversent des gouvernements et qui instaurent la charia un petit peu partout, notamment en ce qui concerne dans le Maghreb. Les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte. Les frères musulmans ont déjà pris le pouvoir en Palestine et en Tunisie. Et on voit que la dégradation des droits de l'homme est absolument sidérante de rapidité, malgré toutes les déclarations que les responsables des droits de l'homme, des frères musulmans, ont fait avant. On avait des gens comme Al-Qaradawi en Égypte qui nous disaient « Non, nous ne voulons pas le pouvoir ». Bon, ils l'ont pris. « Non, nous ne présenterons pas un candidat aux élections présidentielles ». Ils l'ont fait. « Non, nous n'installerons pas la charia ». Ils l'ont fait aussi. Donc on peut être à peu près sûr que quand un frère musulman vous dit quelque chose, l'inverse va arriver. Ah, oui, c'est pas gai, hein. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que chez nous, dans notre beau pays de France, il y a eu des manifestations salafistes au moment de l'histoire du fameux film devant l'ambassade américaine. Il y a quand même des salafistes qui ont manifesté. Ça, c'est quand même les salafistes sont les troupes de choc. Oui. Sont les troupes de choc, ce sont les gens qui font le coup de poing, qui agressent, qui insultent et qui font peur. Mais c'est un petit peu la technique du bon flic et du méchant flic. Il y a les gentils qui vous disent « mais rassurez-vous, ça va pas faire mal ». Et il y a ceux qui vous tapent dessus. Mais ils sont dans le même camp, ils ont le même Coran, ils ont la même religion. Alors on nous parle d'interprétations différentes. Oui, bien sûr, évidemment. Mais jamais parmi ceux qui interprètent le Coran de manière sympathique, comme par exemple Boubacar, notre ami Boubacar de la mosquée de Paris, le bon apôtre, si j'ose dire, grand musulman modéré devant l'Éternel, s'il en est. Donc c'est le musulman modéré de service qui à chaque fois sort et à chaque fois que on tue des gens, on assassine au nom de l'islam, il nous explique que non, ça n'a bien sûr rien à voir avec l'islam. Et ce type de comportement, pour en revenir aux activités, je dirais, internationales, est présent de manière internationale. Au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis, partout dans le monde, c'est exactement le même jeu qui est joué. C'est ça qui est fantastique. Les gens ont peut-être... parce que ça, on n'en fait pas la publicité. Les gens ont la vue de ce qui se passe en France, en disant, voilà, mon Dieu, la France, qu'est-ce qui se passe en France ? Mais dès qu'on prend un petit peu de perspective et qu'on s'élève un petit peu et qu'on voit ce qui se passe en Europe, dans le monde, etc., le schéma est exactement le même. C'est toujours le même. Vous avez des organisations qui s'installent, qui se mettent à faire du lobbying, qui se mettent à faire de l'action sociale. C'est-à-dire que vous avez deux moyens de transformer la société. On est face à un système d'ingénierie sociale. Vous avez un système d'ingénierie sociétale qui a pour but de modifier la société et de nous faire passer de ce que nous sommes aujourd'hui, enfin de ce que nous étions hier, parce que c'est déjà en cours, oui. Donc de ce que nous étions hier à une société de demain qui est une société régie par les règles de la charia. Et ça se fait par petites étapes. Et ça, c'est donc cette fameuse organisation de la coopération islamique. Oui, absolument. C'est l'acteur qui, aujourd'hui, pousse à cette transformation mondiale. Et une des actions qui est la plus visible aujourd'hui au niveau international, mais aussi française, c'est la restriction de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire des choses désagréables sur le Coran, sur le prophète, sur la religion islamique, de manière générale. D'ailleurs, c'est une des règles de la charia. La charia interdit de dire du mal du prophète, interdit de dire du mal de la religion. Blasphème. Oui, blasphème, mais c'est plus large que le blasphème. Oui, c'est même plus large que le blasphème. C'est l'interdiction de dire quelque chose qui déplaît aux musulmans. Mais on peut citer des textes, des sourates justement. Non, même pas. Même si c'est une sourate qui est considérée. Si c'est une sourate qui est considérée comme si la citation d'une sourate ou des extraits de la vie du prophète est considérée comme desservant la cause de l'islam, c'est interdit. Et d'ailleurs, il faut bien se rendre compte que les règles de la charia interdisent aux dhimmis de faire des remarques désagréables sur les musulmans, qu'elles soient vraies ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le musulman considère que la chose est désagréable et le dhimmi doit se taire. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau international et au niveau français. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On a aujourd'hui des tribunaux qui commencent à prendre en compte des plaintes grotesques du type insulte à la religion. Comment pouvez-vous insulter une religion ? Le droit français protège les individus, pas les religions. Les religions sont de l'ordre des idées et des opinions. Vous pouvez insulter, bien évidemment, toutes les opinions que vous voulez. C'est un droit constitutionnel, mais basique. Je veux dire, si on n'a plus le droit de contester les idées des gens, et les religions, tant qu'on n'a pas prouvé que les dieux existaient de manière légale, les religions sont du domaine des opinions comme les autres. Et à partir de ce constat,
considérer qu'insulter une religion est de près ou de loin un délit, c'est tout simplement la fin de la démocratie. La démocratie, c'est l'espace politique dans lequel on a le droit de contester les idées des autres, religieuses ou pas. Oui, mais on a ceci aussi. Quand, par exemple, une institutrice fait une réflexion à un môme de 9 ou 10 ans, s'il est sous chien, pour faire court, oui. Bon, ça passe, c'est une réflexion. Si elle le fait à un petit maghrébin, même français, mais d'origine maghrébine, c'est une agression. On en est là. Moi, je le vois dans mon quartier. Si je dis à un môme de 12 ans, écoute, pourquoi tu fous tes papiers par terre, t'as la corbeille à 3 mètres. Moi, le demi, j'aurais dû fermer ma gueule et puis regarder le môme faire des saletés. Voilà, et c'est aussi la culture victimaire de l'islam. Les responsables et les représentants autoproclamés, parce que finalement, l'islam, de par sa structure, n'a pas de représentants officiels. Ceci dit, ils ont quand même objectivement des représentants en France, enfin en tout cas qui prétendent parler pour les autres, développent une culture victimaire. Oui. Culture victimaire qui a 2 avantages, dont un qui n'est pas évident pour la plupart des gens. Premier avantage, je suis une victime, donc protégez-moi. Donc à partir de là, toute personne qui dit des choses désagréables, il suffit que je me roule par terre en criant au secours à l'agression, et on espère qu'on viendra me secourir et mettre en prison le vilain agresseur. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que ça vise à dire... ne me dites rien, ne me contrariez pas, ne m'empêchez pas de faire ce que je veux, sinon je suis une victime, je vais me rouler par terre et pleurer très fort. Mais deuxième chose, et beaucoup plus pernicieux, il faut bien savoir une chose, c'est que dans les règles de la charia, il y a 2 catégories de djihad. Le djihad étant la guerre légale, pas la guerre sainte, la guerre légale qui est un devoir communautaire pour tous les musulmans de la planète. Au niveau doctrinal, le djihad est une obligation communautaire. Alors c'est une obligation communautaire, contrairement aux obligations individuelles de l'islam, qui sont la prière, enfin bref. Une obligation communautaire, c'est une obligation que la communauté des croyants, la fameuse Oumma, doit produire. L'Oumma doit produire un effort de djihad, sinon elle est en état de péché. Donc, cette obligation de djihad qui est communautaire, donc à la limite, on se dit, du moment qu'il y a un djihad quelque part dans le monde, l'islam a fait son devoir, je ne suis pas en état de péché. Mais, à partir du moment où l'Oumma est attaquée, le djihad devient obligatoire de manière individuelle. Et donc, la culture victimaire permet de préparer le terrain du djihad. Vous mettez les gens dans la position d'être « je suis attaqué puisque tout le monde me hait, on hait tous les musulmans, cette société hait les musulmans, nous sommes haïs, nous sommes attaqués ». Il est donc logique de nous défendre. Et les organisations musulmanes et les individus, certains individus musulmans, n'hésitent pas à le dire. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne tendons pas l'autre joue. Quand on nous attaque, nous nous défendons. Et le fait que les responsables musulmans, en France et d'ailleurs dans le monde entier, c'est valable de manière systématique, utilisent systématiquement la posture victimaire est quelque part extrêmement nocif puisque ça met la communauté musulmane en état de défense et en état de djihad légitime. Et donc, le recours à l'agression est plus facile, puisque c'est un devoir religieux de se défendre quand on est attaqué. Il y a une chose qui est tout de même redoutable dans le Coran, c'est cette notion de taqiyya. C'est-à-dire qu'un musulman a le droit de mentir, a le droit de ruser, a le droit, etc., de tromper un non-musulman. Que ça n'est pas, si j'ose dire, un péché. Alors, c'est moins dans le Coran qu'à vrai dire que dans la vie du prophète et dans les règles de la charia. Et aussi dans les hadiths. Et oui, c'est le prophète qui disait la guerre est tromperie. Oui. La guerre est tromperie qui disait quand je fais un serment et que je trouve quelque chose de mieux à faire, hop, je renie mon engagement et je fais autre chose. Et il faut savoir que les textes officiels de la charia, les règles de la charia, ont codifié ce mensonge en expliquant que si quelque chose de bien était à faire et que cette action n'était possible que par le biais du mensonge, mentir devenait non pas autorisé, mais un devoir. Un devoir. Oui. Et donc nous avons effectivement, pour les gens qui connaissent bien la religion, la possibilité, le devoir et l'absolue certitude de faire le bien quand on ment et quand on trompe le mécréant. Voilà. Oui, parce qu'il y a cette notion de le non-musulman, le mécréant. Alors, à ce propos, j'ai vu dans l'excellente revue de Bernard Anthony, le dernier numéro de Reconquête, qu'il a retrouvé un film qui est un film très ancien, avec d'ailleurs des vedettes. Je crois qu'il y a Anthony Quinn, il y a quelqu'un d'autre. Un film qui s'appelle Le Message, c'est assez extraordinaire, et qui ne cache pas, justement, que un des objectifs de l'islam, c'est dit dans ce film, c'est montrer, c'est le djihad guerrier.
Eh bien, l'OCI aujourd'hui interdirait ce genre de choses, et d'ailleurs, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Par exemple, aux États-Unis, vous ne pouvez pas dire ça. C'est interdit. Vous avez des problèmes. Et alors, bien entendu, il ne parle pas du tout des actions meurtrières du prophète, de l'égorgement des Juifs à Médine, des attaques de caravanes, tout ça. Il n'en parle pas dans ce film. Mais ce film diffuse amplement l'idée que l'objectif numéro 1, que le devoir de l'islam, c'est le djihad guerrier. C'est un film qui s'appelle Le Message, avec Anthony Quinn et je ne sais plus quelle grande vedette américaine. C'est extraordinaire, mais c'est un film qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Et on voit bien l'évolution. À cette époque-là, il n'y avait pas l'OCI. L'OCI n'était pas puissant, elle n'existait même pas d'ailleurs, puisqu'elle a été créée en 69. Mais aujourd'hui, ceci serait impossible. Pourquoi ? Parce que nous avons un organisme qui est quand même la deuxième organisation internationale la plus importante, juste après l'ONU. Donc l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui aujourd'hui travaille, fait un lobbying massif, vraiment un travail d'influence, mais absolument incroyable. Et nous l'avons vu là récemment à Varsovie, nous étions allés à une réunion de l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, et nous avons vu les organisations musulmanes travailler sur les consignes de l'OCI. Alors c'est une organisation dite française. Qui est financée par qui, cette OCI ? Par... L'OCI, mais il s'autofinance, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les bailleurs de fonds habituels. Bien sûr. Et sans négliger le rôle très important de la Turquie. La Turquie a un rôle politique extrêmement important. Le secrétaire général Ishanoglu est un être extrêmement actif. Il est très très actif. Il est très en pointe justement sur les lois sur le blasphème, qui aujourd'hui ont pris un autre nom. Avant, ça s'appelait il voulait faire passer des législations dans la législation occidentale, internationale, le concept de la diffamation des religions. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de diffamer les religions. Bon, il faut savoir que dans le vocabulaire musulman de l'OCI, les religions, ça veut dire l'islam, puisque l'islam ayant abrogé et fait disparaître toutes les religions, interdire la diffamation des religions, c'est interdire la diffamation de l'islam. Eh bien, la Turquie est très très en pointe. On a eu d'ailleurs des déclarations récentes d'Erdogan qui expliquaient que diffamer une religion, c'était un crime contre l'humanité. Carrément, il faut y aller. Puis bon, on a affaire à un spécialiste, quand même, la Turquie, crime contre l'humanité, ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Eh bien, donc, l'islamophobie et dire des choses désagréables sur l'islam était un crime contre l'humanité. Et nous avons vu, dans le cadre de cette réunion de l'OSCE, donc une réunion dans laquelle on a des représentants de tous les États européens, et c'est l'Europe élargie, on a même le Canada, la Russie, des organisations franco-turques. Alors je les appelle franco-turcs parce que la moitié quasiment du personnel est turc, et les liens avec la Turquie sont extrêmement forts, mais ils sont basés en France, à Strasbourg, justement, pays du Concordat. Le Concordat, c'est la faille dans l'armure en France. Il faut bien savoir ça. Et les organisations musulmanes travaillent beaucoup sur justement cette charnière qui permet de rentrer la religion sous la laïcité, pour un peu comme déboîter un petit peu le couvercle de l'huître. Oui, oui. Ils essaient d'utiliser cette région-là en disant, si ça se fait là-bas, ça peut aussi se faire ailleurs. Voilà. Et donc, d'où je pense... La grande mosquée de Strasbourg. Oui, bien sûr, la grande maison de la charia. Oui. Donc une organisation basée à Strasbourg qui nous a servi la soupe de l'OCI, c'est-à-dire islamophobie, xénophobie, racisme. Anders Breivik, ça vient de rentrer dans le vocabulaire des associations musulmanes. Maintenant, il y a l'association qui arrive tout de suite. On a vraiment racisme, xénophobie, islamophobie, Anders Breivik. Voilà. Si vous dites quelque chose de désagréable sur l'islam, vous êtes des gens qui provoquaient l'arrivée dans la société des gens comme Breivik. Et donc, pour éviter la violence, arrêtez de dire des choses abominables sur l'islam. Soumettez-vous, quoi. Islam, ça veut dire soumission. Soumettez-vous. Mieux que ça, c'est de l'autodiscipline. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail de l'OCI est assez subtil. Ils ne veulent pas nous l'imposer par la force. Ils veulent nous convaincre d'adopter nous-mêmes, dans nos propres législations, des réglementations qui sont issues de la charia. Et c'est le travail de l'OCI, international de l'OCI, c'est le travail qui est à l'heure actuelle fait dans le cadre du processus d'Istanbul, qui est un avactar, un réemballage du concept de diffamation des religions. Alors, ils nous l'auront réemballé je pense qu'ils ont utilisé Breivik, tout simplement, ou les choses inspirées des choses de Breivik, c'est-à-dire en disant, critiquer une religion, c'est provoquer des sentiments négatifs qui, à terme, provoqueront des actes de violence. Donc, pour éviter la violence, évitons de critiquer les religions. Respectons les religions. À propos de la Turquie, c'est bien le Premier ministre Erdogan qui avait déclaré il y a quelques années « Les croyants sont nos soldats, les coupoles de nos mosquées sont nos boucliers, les minarets sont nos épées. » Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il citait un poète, mais oui, il a repris cette déclaration. Alors je crois que nous
devons écouter une information très, très importante. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Dimanche 18 novembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dimanche 18 novembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 18 novembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Amis auditeurs, eh bien, ne manquez surtout pas de venir très nombreux à ce sympathique déjeuner qui nous donne l'occasion de nous rencontrer, de bavarder, d'échanger des idées. Enfin, c'est vraiment une fête de famille, comme la grande fête du livre, une fête de famille à ne pas manquer. Et bien sûr, participer à ce vote pour la désignation du prix Jean Ferré. Et puis, c'est quand même un anniversaire important, le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, hein, et c'est le moment ou jamais de cotiser pour aider notre radio à se développer. Hein. Je pense que nous en avons besoin plus que jamais d'une radio de la liberté et de la résistance comme Radio Courtoisie. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, je vous dirais que le marin ne manquera pas d'être présent sur la péniche le 18 novembre. Voilà. Bon, je compte sur vous et je vous dis donc à très, très bientôt. Cher... Notre ami vient de me donner un message qui me concerne, mais j'ai envie de le lire quand même. Alors, je tiens une charcuterie à côté de la mairie du 18e, monsieur le marquis. Vous êtes à 500 mètres de chez moi. C'est à 200 mètres dans la rue du Poteau. Nous avons des boudins aux pommes, etc. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans le 16e. Je crois que je la connais, cette charcuterie, mais je voudrais dire à cette dame qui la tient qu'il y a encore quelques années, il y avait 5 charcuteries rue du Poteau, et je crois qu'elle est la dernière. Eh oui, eh oui. Mais j'irai la voir. Il y a d'autres messages, Michel, c'est peut-être l'occasion de cette petite interruption, l'occasion de les lire. Alors, une auditrice, un auditeur, enfin j'ai plusieurs messages dans ce sens. Il faudrait signaler l'action d'éclat du groupe des identitaires à Poitiers. Bien sûr, mais vous avez vu comment dans les grands médias, on les a traités, ces courageux garçons hein, qui ont essayé justement de réveiller l'opinion à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Charles Martel à Poitiers, hein, en montant d'ailleurs sur le toit de la grande mosquée de Poitiers en construction. Non mais vraiment, les gens des grands médias, c'est vraiment une bande de salauds, une bande de traîtres. Il n'y a pas d'autre mot. Cher Gérard, c'est très rassurant, c'est qu'ils ont 20 ans. Et ça, c'est formidable. Oui, ça, c'est si formidable. C'était des mecs de mon âge, ça n'aurait pas de grande importance. Mais là, c'est formidable, parce que c'est en train de se lever. Ah bon, on a souligné souvent les actions courageuses et spectaculaires des identitaires. Et là, ils ont eu tout à fait raison. Et un auditeur ajoute et dénoncer fermement tous les médias collaborationnistes. Ah oui, oh bah là, ils sont tous alors. Ils le sont tous, à part Radio Courtoisie. Un auditeur, ne pensez-vous pas qu'une bonne partie du clergé de France fait preuve de complaisance à l'égard de l'islam? Voilà. Oui, alors Alain Wagner va nous en dire un mot et puis il parlera de l'action justement d'organisation internationale contre la charia. Un auditeur, comment se fait-il que la question de la constitutionnalité de l'islam n'ait pas été posée?
Un auditeur, Monsieur Marin, vous qui ne pratiquez pas la langue de bois, vous devez penser et nous dire que l'UMP ne se différencie en rien du PS et, prétendant être de droite, il doit être sanctionné par les patriotes au point de perdre l'espoir de ne plus accéder au pouvoir. Il se différencie un petit peu, mais pas beaucoup. Mais vous savez, nous avons toujours milité, et Jean Ferré le premier à Radio Courtoisie, pour l'entente des droites. Il ne faut pas rêver, mais tant qu'il n'y aura pas l'entente des droites, des alliances, on ne peut pas demander aux gens d'être d'accord sur tout, c'est pas possible. Mais si j'ose dire, un programme commun des droites, eh bien, on ne gagnera jamais. Le Front National ne peut pas gagner tout seul, cher auditeur. J'en suis désolé, mais il faut regarder la réalité en face. Alors un auditeur est choqué par la comparaison entre fascisme et islamisme. Le fascisme a montré ses qualités sur le plan économique en Italie, dit-il. Il faut mettre l'islamisme hors la loi, c'est un totalitarisme à évacuer de France. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit je préfère le terme totalitarisme à fascisme. Enfin bon, on va pas... Un auditeur réétudier le fascisme italien. À Roissy-Charles de Gaulle, sur l'aéroport, les islamistes sont en train de gagner puisqu'ils imposent leurs mœurs sur un lieu de travail. Pour contrer la vision différenciée des générations sur l'islamisation de la France, il suffit de présenter l'état de la France par des films tournés avant 1980. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Une auditrice, y a-t-il une loi pour interdire la vente du Coran dans une grande surface comme cela se fait à Clichy? Une auditrice, ce cher monsieur Valls, qui habite le 11e arrondissement, a fait déloger les Roms et SDF qui campaient près de chez lui et qui gênaient son épouse. Ça la gênait pas. Elle était émue de voir des gens malheureux et ça la faisait un peu pleurer, donc on les a enlevés pour pas qu'elle soit malheureuse. Bien. C'est quand même beaucoup plus joli. C'est une nuance. Un auditeur. Le film Le Message est vendu à la FNAC avec une présentation qui lui fait une grande publicité. Un auditeur yougoslave. Nous étions mieux préparés que vous, les Français. Nous n'avons pas pu décider de notre sort en ayant les armes à la main. Vous, les Français, il vous faudra prendre le maquis. Vos élites sont dévendues. Un auditeur. Quel livre rend le mieux compte du Coran et de la République islamique ? Et un auditeur. Évitez d'utiliser le terme de sous-chien. C'est un mot forcé. Forgé par nos ennemis. En l'utilisant, on le fait vivre. Merci d'utiliser l'expression français de souche. Mais là, c'était au second degré. Il faut quand même essayer de comprendre. Alors, en ce qui concerne les livres, il y en a eu beaucoup de publiés. On peut citer, entre autres, les livres excellents de René Marchand, La France en danger d'islam et Mahomet contre enquête. Là, on voit quelle a été la vie du prophète et que le prophète Mahomet, c'était pas exactement Jésus-Christ, loin s'en faut. Et puis, il y a les excellents ouvrages aussi de Bernard Anthony, notamment le dernier, Dieu et les hommes dans le Coran, et puis beaucoup d'autres. Il y a eu l'islam insoluble dans la République. Il y en a eu des tas. Donc, c'est pas difficile de les retrouver. Alain Wagner, un auditeur ou une auditrice a soulevé ce problème, effectivement gravissime, d'une certaine, c'est plus que de l'indulgence, c'est quelquefois de la complicité de quelques-uns et même d'un certain nombre, disons, de nos prélats vis-à-vis de l'islam, parce que ça fait énormément aussi de mal. Quel est votre sentiment ? Alors oui, c'est assez... Alors bon, vous avez là l'avis d'un observateur étranger, extérieur, je n'ai rien à voir avec les institutions ecclésiastiques, mais par contre, on peut quand même s'étonner de cette espèce de complaisance et de collaboration, parce que moi j'ai le cas de figure d'une personne qui, dans l'ouest de la région parisienne, m'expliquait que le prêtre, pendant le carême, pas le ramadan, le carême, avait dit à ses ouailles de mettre 1 euro chaque jour de côté, et que le résultat de la collecte de cet argent à la fin du carême irait à une association musulmane pour construire une mosquée.
Comment une telle chose est-elle possible ? Ce qui me sidère, c'est la position de l'Église officielle, puisque manifestement ça vient de la hiérarchie, puisque les gens à la base se rendent quand même compte qu'il y a un problème. Et quand ils essayent de faire remonter ces informations, quand ils essayent d'en discuter dans leur groupe, on a une espèce de refus de la hiérarchie catholique de dire, là encore une fois, de dire des choses désagréables sur l'islam, en tout cas d'aborder les sujets qui fâchent. Parce que très souvent, ces organisations catholiques sont engagées dans le dialogue interconfessionnel, qui est un piège. Ce dialogue interconfessionnel n'a qu'une seule utilité, c'est donner de la respectabilité à des organisations musulmanes qui n'ont, elles, par contre, comme seul objectif que de mettre en place la charia dans nos sociétés. Il faut sortir de toutes les organisations de dialogue interconfessionnel. Rendez-vous bien compte d'une chose, il n'y a pas de dialogue possible avec des gens qui considèrent que votre religion n'existe pas. Ce qui est le cas de l'islam. L'islam considère que les autres religions n'existent pas et que toute personne qui se réclame d'une autre religion est un criminel. Un criminel parce qu'il n'obéit pas à la loi de Dieu. Donc, comment peut-on discuter dans des conditions pareilles ? C'est tout simplement grotesque. Alors, c'est se faire plumer à l'avance, complètement. Voilà. Alors surtout qu'en plus, on a aujourd'hui des exemples vraiment concrets du résultat de ce qu'est l'islam et de comment fonctionne l'islam avec les chrétiens d'Orient qui sont massacrés d'une manière mais épouvantable. Ils sont persécutés. Là, c'est la liaison que je vais faire vis-à-vis de nos activités internationales. Nous sommes en relation avec des Pakistanais, avec des Coptes, avec des gens d'Afrique du Nord, avec des Turcs, avec des Iraniens. Les chrétiens, les minorités religieuses sont massacrées, persécutées. En Pakistan, il faut quand même se rendre compte d'une chose, il y a une minorité chrétienne, sauvagement persécutée, mais il faut bien se rendre compte, de même que chez les Coptes, les filles chrétiennes sont enlevées, kidnappées, violées, mariées de force. De manière absolument régulière. Au Pakistan, c'est quasiment une par jour. Et encore, seulement les cas qui arrivent à remonter jusqu'à ce qu'on sait, jusqu'à nos organisations qui permettent de collationner ces informations. Chez les Coptes, en Égypte, c'est la même chose. Et avec l'aval des gouvernements, puisque tout ça, c'est pas bien grave. Quand on a attrapé une chrétienne, qu'on l'a mariée de force et qu'on l'a convertie, hop, on a gagné. Un chrétien de moins, un musulman de plus. Et quand ces chrétiennes, par exemple au Pakistan, on a des femmes extrêmement courageuses qui se sont enfuies de chez leur mari, enfin quand je dis leur mari, les gens avec qui elles avaient été mariées de force, et qui ont trouvé le courage d'aller devant un tribunal au Pakistan, que disent les juges ? Les juges disent... Vous êtes mariés, vous devez retourner chez votre mari. Et cette femme, dont je ne me rappelle pas le nom malheureusement, a fait une déclaration extraordinaire. Elle a dit tuez-moi tout de suite, c'est préférable. Tuez-moi tout de suite. Et cette femme a été enfermée en prison en disant voilà, ça va vous faire réfléchir. Et quand vous serez revenu à des meilleurs sentiments, vous reviendrez chez votre mari puisque ce mariage est légal. C'est une femme qui a été kidnappée, qui a été convertie de force, qui est donc, il faut bien s'en rendre compte, violée régulièrement par un individu qu'elle ne connaissait pas avant d'avoir été enlevée. Et ça, c'est considéré comme un mariage légal en islam. Voilà. Et ça, ces chrétiens d'Orient, on a l'impression qu'ils n'existent pas pour l'Église chrétienne, qui n'existent pas. Ils sont totalement abandonnés. J'ai été participer à des colloques. Quand le pape est allé à Beyrouth, il n'en a pas beaucoup parlé. Ne me demandez pas ce que fait l'Église chrétienne. Mais je ne sais pas. Franchement, pour moi, c'est aberrant. Oui, non, mais bien sûr. Pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il espère ? Que les chrétiens vont pas se faire massacrer ? Ils se font déjà massacrer. Il n'y a pas de futur pour les communautés chrétiennes en Orient. Regardez l'évolution de la Turquie. L'islam arrive en Turquie, c'est un pays 100% chrétien. Aujourd'hui, ils sont 0,4% de la population. En un siècle. Et ils sont en train d'être réduits à rien du tout. Et ça, c'est une tendance qui est vraie dans tous les pays. Je sais, j'ai reçu les publications de l'aide à l'Église en détresse, mais c'est quelque chose d'épouvantable. Et donc, j'ai participé à des colloques animés au Collège des Bernardins à Paris, mais j'ai assisté à des réunions d'un grotesque, mais absolument... Mais c'est épouvantable, c'est à s'arracher les cheveux. Vous aviez des ecclésiastiques qui revenaient d'Irak en nous expliquant que la cohabitation entre les musulmans et chrétiens se passait globalement bien. Bah oui, entre les meurtres, ça se passe bien, fantastique, extraordinaire. Et là, on a quelqu'un, un représentant de l'Église, qui nous dit des choses comme ça. Mais c'est absolument impossible. Le fidèle catholique en France doit se révolter.
Ils doivent aborder le sujet des chrétiens d'Orient, ils doivent aborder le sujet de l'islam et surtout persuader, par pitié, persuader vos évêques, vos prêtres de sortir de cette arnaque du dialogue interconfessionnel. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une arnaque. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Parce qu'on voit comment se conduisent justement les gens qui pratiquent soi-disant la religion de paix, de tolérance et d'amour. Hein. Alors, pas tous. Il faut quand même faire la part des choses entre les gens et la doctrine. La doctrine, il n'y a rien à récupérer. Je ne parle pas même de beaucoup de braves musulmans qui sont chez nous, dont d'ailleurs, moi je l'ai constaté, la plupart n'ont jamais lu totalement le Coran. Oui. Jamais. Et la majorité d'ailleurs sont des victimes justement des prêcheurs qui eux l'ont lu par contre, qui eux l'ont lu. Et tout ça pour revenir finalement aux activités internationales, parce que finalement je digresse, mais je n'en parle jamais. Allez. Voilà. L'OCI aujourd'hui est c'est 57 États, enfin 56 puisqu'ils considèrent que la Palestine est un État, ce qui est assez contestable. L'OCI, plus des centaines d'organisations satellites, travaillent à plein temps pour justement nous faire taire, faire disparaître la liberté d'expression en ce qui concerne l'islam et imposer peu à peu une espèce d'ordre musulman dans nos pays. Et aujourd'hui, qui avons-nous au niveau international qui résiste à cette espèce d'ingénierie, à cette espèce de pression systématique politique, mais massive, vraiment massive. On a des gens qui sont des permanents et qui travaillent de manière permanente, qui sont intégrés au Conseil de l'Europe. Ils sont au Conseil de l'Europe, ils sont à l'OSCE, ils sont aux Nations Unies. Tous ces gens-là travaillent, produisent des documents, créent des motions, font des réunions. Ça crée une ambiance qui pèse peu à peu sur les droits de l'homme, dans le sens de leur restriction, et qui pèse peu à peu sur la liberté d'expression, là encore, dans le sens de sa Alors, comment vous organisez la contre-offensive ? Eh bien, nous y allons, tout simplement. Nous allons dans les forums internationaux, où juste à présent, il n'y a quand même pas grand monde qui bouge, puisque notre organisation a une spécificité. Nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme, spécialisée sur, justement, les atteintes aux droits de l'homme dues aux tentatives d'implémentation de la charia. Je crois que nous sommes à peu près les seuls, puisque là, nous prenons la bête de front. Tout le monde tourne autour du pot en disant « oui, il y a des extrémistes, il y a des salafistes, etc. » Voilà, je suis désolé, il faut dire les choses. Il y a la charia. Le problème, c'est la charia. Que vous ayez une barbe ou que vous n'ayez pas de barbe, si vous faites la promotion de la charia, vous êtes dans le mauvais camp. Vous êtes dans le mauvais camp, vous n'êtes pas dans le camp des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il faut aller porter ce débat dans les forums internationaux et dire il y a des gens qui aujourd'hui siègent à cette table, notamment à l'OSCE. L'OSCE, je le rappelle, donc Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, a pour un de ses 3 axes principaux la défense des droits de l'homme. Comment se fait-il qu'il y ait des pays signataires de la déclaration du Caire, des signataires de l'OCI, membres de l'OCI, qui siègent à l'OSCE? Je rappelle, la déclaration du Caire est un document extrêmement fondamental. C'est un document qui a été publié dans les années 90 par l'OCI, encore une fois, l'acteur unique qu'on retrouve partout. Oui. Et cette déclaration... Rappelons OCI, Organisation de la coopération islamique. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, oui, exactement. Donc organisation, là encore une fois, politico-religieuse. Oui, encore une fois, l'islam, la marque de l'islam, c'est le mélange indissoluble de la politique. Et ces gens-là doivent agir à Bruxelles, j'imagine. Mais bien sûr, beaucoup. Et ces gens-là ont rédigé un document qui est vraiment fondamental parce que, et malheureusement, personne n'en a entendu parler en France. Ça s'appelle la Déclaration du Caire, la Déclaration des droits de l'homme en islam. Cette déclaration est un document qui fonde une deuxième définition des droits de l'homme. Définition qui est malheureusement totalement incompatible avec la première, la nôtre, celle qui est issue de la déclaration de 1948, et qui, je le rappelle, fait partie, tout ça, ça fait partie de nos outils constitutionnels, de nos outils législatifs. Nos pays sont fondamentalement basés sur le respect des droits de l'homme, la démocratie basée sur le respect des droits de l'homme, etc. Et nos pays ont signé des accords en disant « nous allons protéger ces droits de l'homme ». Or, nous travaillons la main dans la main avec des gens qui sont des ennemis des droits de l'homme, puisque leur définition des droits de l'homme, c'est une définition qui est basée sur la déclaration du Caire. Et cette déclaration du Caire, il suffit de lire ces 2 derniers articles. Dit en substance, oui. Les droits de l'homme se résument à la charia. C'est-à-dire, vous avez le droit de faire ce que vous voulez du moment que ça respecte la charia. Vous n'avez pas le droit de faire ce qui est interdit par la charia. Et en cas de doute, référez-vous à la charia. C'est tout simplement fantastique. C'est-à-dire, les droits de l'homme, c'est la charia. Et donc, on a donc un double discours. C'est clair. Oui, mais un double discours, puisque du coup, quand les pays de l'OCI parlent des droits de l'homme, dans les enceintes dédiées aux droits de l'homme, l'ONU,
Bruxelles, les réunions de l'OSCE, tout le monde parle des droits de l'homme. Simplement, tout le monde ne parle pas des mêmes droits de l'homme. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Nous sommes allés à Varsovie et nous avons mis les 2 pieds dans le plat, mais quelque chose de bien comme il faut. Les organisations musulmanes étaient furieuses, mais absolument furieuses. Franchement, on a eu des réactions absolument géniales. Les gens étaient horrifiés, puisque tout d'un coup, on disait devant tout le monde, le roi est nu. Vous, messieurs, n'avez rien à faire autour de cette table, puisque vos droits de l'homme ne sont pas les vrais droits de l'homme. Et donc, vous n'êtes pas légitime à être autour de cette table, à nous expliquer, à nous, Européens, comment doivent fonctionner les droits de l'homme chez nous. Puisque, objectivement, étant membre de l'OCI, notamment pour la Turquie, vous êtes un ennemi objectif des droits de l'homme. Donc, que faites-vous autour de cette table ? Et je dois avouer qu'ils ont été éberlués. Éberlués, parce que d'habitude, ils débitent leur petite salade, vous savez, ce sont des enceintes diplomatiques dont tout est très feutré, on ne fâche pas les gens, etc. Et je dois avouer qu'ils n'ont pas du tout aimé. Et il va falloir qu'ils s'habituent, puisque nous allons revenir. Et nous n'allons pas seulement être à l'OSCE, nous allons venir à l'Europe, nous allons venir à Bruxelles, nous allons venir à Strasbourg, nous allons même essayer de trouver des partenaires pour aller à l'ONU, nous allons aller à Genève, nous allons aller partout et nous allons porter le fer là où il faut, c'est-à-dire expulser, en tout cas faire en sorte que les gens qui sont les ennemis des droits de l'homme arrêtent d'essayer de nous expliquer à nous comment nous devons faire fonctionner les droits de l'homme chez nous. Et comment peut-on aider, comment peut-on soutenir cette organisation internationale contre la charia, Alain Wagner ? Parce que c'est la question que vont se poser évidemment les auditeurs. Est-ce que le commun des mortels, est-ce que le Français lambda peut faire quelque chose ? Oui, la réponse est en dehors de la manifestation dont on a parlé, c'était le 8 ou le 10 ? Le 10 novembre. Bon, bien sûr. Oui, tout simplement, parce que ce que nous faisons à l'international, et c'est ce discours que nous avons de dire, voilà, nos pays sont des pays qui sont basés, les systèmes politiques dans lesquels nous fonctionnons sont des systèmes qui sont basés... Oui, mais résister de manière, logique, et en s'appuyant sur des choses concrètes. Bien. C'est-à-dire que, déjà, il faut nommer les choses. Moi, j'ai un petit peu des réserves sur le fascisme islamique. Il faut dire la charia. Le problème, c'est la charia. Il faut en parler. Il faut en parler, mais on peut en parler au niveau international, ce que nous avons l'intention de faire. Alors, si les gens veulent travailler au niveau international, c'est tout à fait possible. Ils peuvent nous contacter. Donc, nous avons des sites internet et il est très facile. Vous pouvez le donner, Alain Wagner ? Oui, alors ça va être un peu une hérésie ici, parce que pour l'instant, le site a un nom anglais. Donc, c'est www. Ah oui, mais enfin bon, voilà. On met des guillemets, on cite. On met des guillemets, voilà. On cite le site. Donc, mais il va y avoir une déclinaison, justement, dans les langues nationales, justement, parce que je pense qu'il est important de mettre à portée de tout le monde ces informations. Enfin, donc, pour l'instant, c'est... Alors, ça s'appelle... Donc, le site, c'est www.Liberty Alliance. Alors, Liberty... pluriel anglais, c'est-à-dire Liberty IES, et non pas Y. IES, alliance comme une alliance, .org. Donc vous allez trouver sur ce site... Vous répétez une fois, oui, www.libertyalliance.org. Liberty Alliance en un seul mot. D'accord. Vous allez trouver sur ce site des articles dans toutes les langues. C'est-à-dire vous avez des articles en anglais, en allemand, en français, mais nous avons pensé au français et il y a un bouton qui vous permet, en appuyant sur le bouton magique, de sélectionner que les articles en français. D'accord. Voilà. Mais il y a beaucoup d'articles en anglais qui sont aussi très intéressants. Il y en a en arabe ? Bien sûr. Oui, on a même publié des articles en arabe. Les messages... s'accumulent. Pleuvent, nombreux. Pas étonnant. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Gérard Marin. Le sujet, création d'une organisation internationale anti-charia pour contrer les agissements en Europe de l'Organisation de la coopération islamique, machine à islamiser, et notre invité... Alain Wagner, spécialiste des études et opérations anti-islamiques, avec nous dans le studio Jean-Paul Chériguez de Olmeta. Alors, un auditeur, merci de parler un peu de Monseigneur Lustiger qui a donné des églises catholiques pour en faire des centres coraniques. Alexandre Delval a fait l'islam à l'assaut des démocraties, donc à recommander. Un auditeur, le général de Gaulle, disait... En Angleterre, les Français parlent au français. Radio Courtoisie, c'est la même chose. Les Français parlent au français. C'est une répétition absolue. Mais ça n'est plus Général de Gaulle, c'est Jean Ferré et ses successeurs. Une auditrice au marché de Barbès, tous les mercredis et samedis matins, des barbus en djellaba avec de gros draps pliés
demande de l'argent pour la construction de mosquées. Une auditrice... ils font la manche, en plus, dans la rue. Bon. Alors, une auditrice, je voudrais rappeler à M. Marin, selon la lettre que je lui ai récemment adressée, que nous en sommes maintenant à devoir subir le muezzin dans le métro diffusé sur portable. Une auditrice pour la manifestation du 10 novembre. Manifestation. Oui. Christine Tazin, avez-vous contacté des députés pour qu'ils s'y rendent? Des députés courageux. Il faut préciser ça. Oui, courageux. Il y en a quelques-uns. Un auditeur, c'est l'immigration qu'il faut arrêter pour qu'il n'y ait plus de construction de mosquées en France. On est bien d'accord. Un auditeur, samedi dernier, le bloc identitaire a manifesté à Poitiers et ils ont été accueillis par des jeunes avec des barres de fer. Un auditeur, est-ce que la loi sociale qu'impose la présence massive de musulmans en France n'est pas plus pernicieuse que la charia? Que la loi sociale? La loi sociale. Bon. Mais la charia est une loi sociale. Mais oui. C'est ça dont il faut se rendre compte. C'est que les agissements spécifiquement musulmans ne sont pas sortis de nulle part. Ils n'ont pas été inventés. Ils sont codifiés par la charia. Et le marquage social, le marquage visuel de la société fait partie de la charia. Bien sûr. Il est évident que s'il n'y avait pas eu une immigration massive depuis quelques dizaines d'années, une immigration massive d'origine essentiellement musulmane, les problèmes que nous évoquons ne se poseraient pas en France. C'est évident. Et on n'a pas arrêté de dire à ce micro qu'il était relativement simple d'arrêter l'immigration, c'était de couper ce que Le Pen appelait les pompes aspirantes. Vous supprimez tous les droits accordés aux étrangers et c'est fini, personne ne viendra en France. Ceci dit, maintenant, le problème n'est plus le cas. Enfin, il faut bien séparer le problème de l'immigration et le problème de l'islam et de la charia. Aujourd'hui, vous arrêtez, demain matin, vous arrêtez entièrement l'immigration. Vous avez quand même des mosquées qui tournent en France. Mosquées qui sont des usines à charia, qui sont des maisons de la charia. On est bien d'accord. Qui n'ont, il faut bien s'en rendre compte, qu'une seule fonction, c'est répandre la charia autour de l'endroit où elles sont implantées. Parce qu'il y a déjà une très très forte implantation. Voilà, bien sûr. C'est bien tard. Je ne dis pas c'est trop tard, parce que ne perdons pas l'espérance. Sans quoi nous sommes foutus. Mais c'est bien tard. Alors, un auditeur... Que penser de cette réponse d'un prêtre de l'évêché de Bourges au sujet de la vente de la chapelle Saint-Éloi de Vierzon? Pour ma part, répond le prêtre, il me semble que si ce bâtiment pouvait permettre à des musulmans modérés de pouvoir célébrer dignement leur foi, dans le respect de la laïcité française et dans des relations courtoises avec la communauté catholique, alors cette vente favoriserait la paix civile et le vivre ensemble. À l'inverse, je regretterais que cette église puisse être achetée par une communauté ou un groupe aux idées radicales, de quelque religion qu'il puisse être. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'excellent article de l'ambassadeur Christian Lambert dans les 4 vérités du 12 octobre. Je rappelle ce numéro, j'invite nos auditeurs à se le procurer et à le lire. Je les invite d'ailleurs à s'abonner et à lire les 4 vérités, qui est un excellent petit journal, petit par le format, mais très riche. Et l'ambassadeur Lambert, donc j'ai évoqué cet article qui s'intitulait « L'islam fait la guerre au monde occidental » et il écrit à la fin de cet article 40 000, je cite, j'ouvre les guillemets, 40 millions de musulmans se trouvent désormais en Europe. Tous, assurément, ne sont pas terroristes. Mais si 0,1% le sont, cela fait 40 000. Avec combien de kamikazes? Disons plutôt, parce que moi, j'aime pas beaucoup qu'on emploie le mot kamikaze, pour le genre d'attentat que pratiquent ces gens-là. Je dirais plutôt djihadistes. Mais enfin, c'est vrai. Donc il faut réfléchir, parce que des Mohamed Merah et des comme ceux qu'on a arrêtés récemment, il y en a certainement beaucoup. Alors et tous ceux qui ne bougent pas et qui s'en défendent sont quand même de toute façon sympathisants, même s'ils ne participent à rien
au fond d'eux-mêmes, ils sont très contents. Lambert, on attend que les musulmans modérés, eux-mêmes... Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Ils ne manifestent même pas, d'ailleurs, quand il y a des attentats meurtriers, épouvantables. Je pense qu'il est très important de faire attention au vocabulaire. Musulman modéré n'a pas de sens. Non, mais je cite, parce que c'est le terme qu'on utilise. J'entends bien. Moi, je dirais musulman incomplet. Non pieux. Non pieux, incomplet. C'est-à-dire pratiquant de manière incomplète leur foi, sachant que la foi contient le djihad. Voilà. Donc, pour revenir à la question de l'auditeur qui nous expliquait que peut-on faire, eh bien, dans un premier temps, je vous invite à nous contacter, parce que vous pouvez intervenir de manière internationale, mais on peut aussi intervenir de manière locale, puisque l'action internationale de l'ICLA a été marquée dans sa réunion, je dirais, de création. Au Parlement, nous sommes allés au Parlement européen de Bruxelles. On a fait un coup assez amusant. C'est-à-dire que nous avons fait notre acte de création vraiment dans la gueule du dragon. Dans la gueule du dragon, au Parlement européen de Bruxelles, le 9 juillet. Donc on peut trouver sur notre site l'intégralité des interventions. C'est une réunion qui a duré toute une journée, qui a été vraiment une réunion de conférence avec des orateurs extrêmement intéressants. On a entendu parler de M. Delval qui a fait une communication extrêmement intéressante que je recommande à tout le monde, qui est à l'origine en anglais mais qui a été traduite et sous-titrée. Donc elle est c'est un garçon remarquable. Je l'avais reçu à ce micro quand il avait publié il y a quelques années une très bonne analyse. Islam et États-Unis, Islam et islamisme, une alliance contre l'Europe. Complètement. Donc une analyse très intense qui justement explique le travail de l'OCI, explique la nature du processus d'Istanbul auquel nous sommes confrontés aujourd'hui et le rôle nocif de l'OCI. Mais aussi une intervention extrêmement intéressante aussi du professeur Jensen qui nous explique entre autres que très probablement Mahomet n'a pas existé. Voilà, ce qui est assez amusant puisque quelque part tous ces gens qui nous disent arrêtez de blasphémer le prophète, le problème c'est qu'il faudrait peut-être qu'ils nous prouvent que le prophète existe avant qu'ils nous reprochent de l'insulter. Et je pense que ça sera intéressant parce que je pense que personne aujourd'hui n'est capable d'amener la preuve que Mahomet a réellement existé. Plus les recherches avancent sur ce sujet, plus on s'aperçoit de l'incohérence, de la quasi-impossibilité de l'existence du personnage Mahomet tel qu'il nous est décrit dans les hadiths. On est face à une espèce de fable. Voilà, il faut arrêter de croire ce que nous disent les musulmans d'eux-mêmes et de leur histoire. Enfin, il existe, en tout cas, d'après les sources arabes. Parce que je me souviens très bien... Ah oui, mais bien sûr, mais c'est un mythe fondateur. C'est un mythe fondateur. Louis Chagnon avait été suspendu de l'éducation nationale pendant plusieurs années pour avoir raconté certains épisodes de la vie du prophète selon les sources arabes. Il s'est battu pendant des années en justice et il a fini par reconnaître que ce qu'il avait enseigné à ses élèves, c'était la vérité selon les sources arabes et il a été réintégré dans l'éducation nationale. Absolument. Vérité l'histoire de l'égorgement des tribus juives à Médie, l'histoire des razzias sur les caravanes, etc. Oui, bien sûr, des viols, des pillages, des assassinats. Et c'est ça qui est d'ailleurs d'autant plus scandaleux au niveau moral, c'est que non seulement ce prophète n'a probablement pas existé, mais on a donc des gens qui décident de suivre les enseignements épouvantable d'un individu qui n'a pas existé. C'est donc vraiment on a choisi vraiment on se force quoi. Mais bon, c'est le problème de l'endoctrinement musulman, c'est un problème assez vaste sur lequel il faudra revenir mais qui est un problème lié à l'existence des mosquées. On y reviendra et vous reviendrez nous parler de complètement. Il est très important de faire extrêmement attention à ce qui se passe au niveau des mosquées. On ne peut pas laisser construire des mosquées partout en France. L'heure tourne, Michel, il y a encore des messages? Un auditeur, pourriez-vous parler du rôle capital que jouent les Américains? Ils sont derrière Bruxelles. On peut dire peut-être un mot de la position d'Obama, notamment sur ce sujet. L'équipe Obama a aujourd'hui effectué une alliance objective avec les frères musulmans. Je dis, ils ne sont pas les seuls. Non. Vous avez, pendant les vacances, le 23 juillet, si je ne me dis pas de bêtises, je crois que c'est le 23 juillet, nous avons quand même Monsieur Fabius au sein du Quai d'Orsay qui a donné un iftar avec tous les ambassadeurs de l'OCI et nous a fait des déclarations mais absolument sidérantes expliquant qu'il fallait développer les liens d'amitié entre la France et l'OCI, etc. Et nous en avons profité, nous, France, enfin lui au nom de la France, pour nommer un ambassadeur auprès de l'OCI. OCI qui, je le rappelle, l'ennemi absolu des droits de l'homme
nous avons la France, qui est le pays en théorie des droits de l'homme, qui par son représentant officiel nous explique que la France va développer des liens d'amitié avec les ennemis des droits de l'homme. Comment a-t-on pu en arriver là, à descendre si bas ? Il nous reste moins de 5 minutes. Alors là, j'ai un message d'un auditeur. Quand un patron d'émission fera-t-il venir les identitaires sur Radio Courtoisie ? Écoutez, cher auditeur, je suis désolé, mais j'ai invité, en ce qui me concerne, 2 fois des identitaires à mon libre journal de la Résistance française. Au moment des élections. Voilà, au moment des élections. Absolument. Michel, un autre message. Wow. Pas une fatwa qui vient de tomber, là. Désolé, monsieur Marin, mais la pénétration de l'islam en France n'est pas de la responsabilité des Arabes, ah bon ? Mais de la racaille politicienne française. Bah oui, on sait bien. Hein, les choses ne se font pas tout seules. Il faut effectivement être conscient d'une chose, les choses ne se font pas tout seules. L'encadrement juridique qui permet cette pénétration des lois de l'islam. Enfin, aujourd'hui, qui a introduit dans les lois fiscales la charia ? C'est quand même Madame Lagarde. C'est quand même Madame Lagarde qui fait des déclarations, on peut les trouver sur Internet, qui dit « Bienvenue à la finance islamique basée sur la charia ». Elle prononce le mot. On a aujourd'hui des gouvernants français qui aident à introduire la charia. Il faut bien savoir, se rendre compte, c'est que là, on a une perte de légitimité des gens qui nous gouvernent. La France fonctionne selon des règles, nous avons signé des traités internationaux, nous avons des engagements internationaux, nous avons des engagements pas seulement moraux, mais vraiment légaux. Et aujourd'hui, quand M. Fabius, par exemple, explique qu'il faut respecter l'islam, qu'il faut respecter la religion islamique, qu'il faut développer des liens d'amitié avec l'OCI, ce monsieur se met dans l'illégalité. Il ne représente pas la France, il ne peut pas parler au nom de la France. Il y a des choses impossibles. Et notre travail, avec l'ICLA, c'est d'essayer justement d'aller voir les politiques, leur dire « Arrêtez de faire des choses illégales qui ne vous sont pas permises. Vous excédez vos capacités, vos pouvoirs. Vous n'avez pas été élu pour faire ça. Vous n'avez pas ce pouvoir. Vous êtes dans l'abus de pouvoir. » Je voudrais dire que la première banque qui s'est occupée de ça, c'est la Société Générale, qui avait même changé son logo. La BNP aussi. La BNP a été récompensée par l'OCI, justement. Et vous savez qui est à la tête des Sharia Boards ? Les Sharia Boards, ce sont les instances religieuses au cœur des banques qui déterminent si les produits sont suivent la charia ou pas. Soit halal ou pas. Al-Qaradawi, c'est Al-Qaradawi qui fait partie du Sharia Board duquel dépendent tous les bureaux de la charia et avec qui, donc, indirectement, travaille la BNP et tous les produits et tous les gens qui distribuent des produits de la finance islamique. J'ai un message là, qui n'est pas très clair d'une auditrice. Une déclaration de juillet 2012 du Parlement européen devait prendre des mesures contre l'islamisation de nos pays. Notre aveuglement allait enfin se terminer, mais j'ai entendu qu'une délégation de 18 pays européens qui comptait se rendre en Iran une semaine... Ah non, ça c'est pas nous. Non, ça c'est une boutade de Tommy Robinson. Tommy Robinson qui disait on va attirer l'attention des gens sur le sort des Coptes, puisque nous ayons des Coptes qui étaient là, qui nous montraient le problème des Coptes. Et Tommy Robinson, qui est un Anglais, le chef de l'EDL, nous a dit on va attirer l'attention des gens et des médias sur les Coptes. On va y aller. Il nous reste 1 minute et demie. Cher Jean-Paul. Je disais à notre ami, j'espère qu'il ne va pas faire l'objet d'une fatwa après une telle émission. Mais ils peuvent envoyer leur fatwa, il n'y a pas de problème, on est contactable par Internet. Nos fatwas sont nos médailles. Plus on aura de fatwas, ça veut dire que plus on aura fait un travail efficace. Donc messieurs, n'hésitez pas, envoyez-nous des fatwas, c'est avec reconnaissance que nous les recevrons. En tout cas, merci au nom de tous les auditeurs de Radio Courtoisie, on peut le dire, au nom de tous les Français, pour le combat que vous menez. Et vous avez donné tout à l'heure vos coordonnées. Eh bien, j'espère que beaucoup d'auditeurs regarderont votre site et vous soutiendront. Et viendront nous rejoindre. Parce qu'il y a des actions à faire ici, aujourd'hui. Il est possible pour des citoyens d'agir ici. Eh bien voilà, au moins une parole d'espoir. Merci beaucoup Alain Wagner pour toutes les informations, toutes les précisions que vous nous avez données. J'espère que vos déclarations auront aidé à ouvrir les yeux, surtout de ceux qui ne veulent pas voir.